Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va à la rencontre de personnes créatives qui donnent vie à leurs idées. Pour ce mois d'avril 2021, nous sommes allés à la rencontre de Matcha, composé de Mélodie et de Geoffrey, tous deux designers de métier, avec chacun des spécialités que je vous laisse découvrir dans le podcast. Bonne écoute. Miam, 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 miam. Bonjour Mélodie et Geoffrey. Bonjour. Bonjour Arthur. On est à Matcha, votre studio, Ouais. que vous avez créé ensemble. Là, comme d'habitude, je vais vous faire vous présenter alors l'un après l'autre. Qui va commencer ? Alors, moi je suis Mélodie Ledouce. Du coup, je suis décoratrice d'intérieur et coloriste depuis un peu plus de 3 ans sur Nantes. Je me suis mise à mon compte directement, pratiquement après mes études. Et donc, je travaille pour les particuliers et les professionnels. Donc, ça peut être juste du conseil déco, du conseil couleur. Et sinon, ça peut être des agencements et des projets globaux de A à Z, donc ça va être de la rénovation ou de l'aménagement de logements neufs, etc. Voilà. Un bon programme. Et Geoffrey ? Et donc du coup, moi je suis Geoffrey Berniol, je suis designer, illustrateur et graphiste. Donc je travaille essentiellement avec pas mal d'entreprises pour la partie graphisme et identité, où je vais aller de la création de logos jusqu'aux créations de supports de communication comme les cartes de visite, flyers, etc. Et après, pas mal d'illustrations aussi, parce que j'adore le dessin et que j'aime bien m'exprimer aussi par ces moyens-là, par l'image et réaliser notamment des affiches avec Mélodie pour notre petit binôme de Matcha. Est-ce que vous voulez revenir tout de suite sur votre parcours scolaire ? Comment est-ce que vous en arrivez là ? Du coup, moi j'ai fait un bac général, un bac littéraire, et j'avais un attrait déjà pour les arts appliqués sans vraiment savoir vers quoi me tourner. Donc j'avais une option cinéma en première et terminale. Cool. Pendant longtemps, je me suis dit que je voulais être styliste, et puis au final, j'ai fait une mise à niveau d'arts appliqués qui m'a permis de toucher un petit peu à tout. Et ensuite, je me suis dirigée vers un BTS design de produits, donc reste assez global quand même. C'est pas les années où je me suis plus plu, mais j'ai voulu continuer mon parcours parce que j'avais déjà en tête de faire du design d'intérieur du coup, et j'avais repéré un IUP, donc Institut professionnalisant à Montauban, à côté de Toulouse, qui proposait une formation spécialisée dans la couleur et la matière. D'accord. Et c'est vraiment la couleur, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc du coup, j'ai poursuivi à Montauban par une licence design art de vivre, et ensuite je suis passée en master couleur, matière, lumière. Voilà pour le parcours. Et j'ai rencontré du coup Geoffrey en licence. Et moi du coup, je suis toulousain de base, et donc j'ai fait toute ma scolarité dans l'art appliqué au final. Enfin, même si j'ai fait une seconde générale en SES, sciences économie sociale, qui était un peu un choix par défaut après le collège, et où je me suis pas trop plu. Et donc ça m'a permis par la suite de refaire une demande pour entrer dans un lycée où il y avait art appliqué, une section art appliqué. Et ensuite, s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait après le bac, évidemment. Et j'ai fait comme Mélodie, j'ai fait un BTS design de produits. Alors j'avais beaucoup hésité avec un BTS communication visuelle qui se rapprochait beaucoup du graphisme au final et de la publicité. Mais j'ai choisi produit parce que, comme l'a dit Mélodie tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez global comme cursus. Et on faisait beaucoup de dessins et beaucoup d'études de projets. Et moi, c'était ce côté-là qui m'intéressait, donc je suis parti là-dedans. Et ensuite, la licence à Montauban, où j'ai rencontré Mélodie, donc en design art de vivre. Et Mélodie, elle a bifurqué sur son master couleur, matière, lumière. Et moi, je suis resté en design d'objets, design pur. Et du coup, voilà, on a fini notre cursus comme ça. Et c'est un parcours commun du coup de monter son entreprise derrière, ou c'est justement vous êtes censé destiner à rejoindre des entreprises Alors ça dépend aussi des métiers, mais moi dans l'absolu j'aurais quand même préféré trouver un travail dans une entreprise avant de me mettre à mon compte. Maintenant c'est un peu compliqué parce que en design d'intérieur il y a beaucoup de gens qui sont déjà à leur compte et qui n'embauchent pas, ou alors c'est des entreprises, des grosses boîtes parisiennes ou à l'étranger, etc. Et nous on n'avait pas envie d'aller vivre à Paris. Voilà, et donc au fur et à mesure après la sortie des études
tu fais des petits boulots à droite à gauche en attendant de trouver, et puis au final, avant de trop t'éloigner, tu te dis bon, là il faut faire quelque chose, et c'est pour ça que je me suis mise à mon compte à ce moment-là. Ouais. Bah, c'est vrai que après les études, moi en design de produit, je me suis dit ouais, je vais faire designer quoi, enfin, c'est cool, je vais essayer de trouver une boîte où ils cherchent un mec pour faire de la 3D, des trucs comme ça. J'étais chaud quand même, mais j'ai même eu un entretien à Nantes quand on s'est installé dans une boîte, mais avec qui ça l'a pas fait au final parce que j'ai pas été choisi, mais en fait on s'était déjà installé à notre compte, enfin on avait déjà créé notre statut, mais sans savoir réellement ce qu'on allait en faire au début quoi. Moi je l'avais créé un peu par hasard pour pouvoir, par rapport à un projet où il y avait besoin justement d'avoir un numéro SIRET pour pouvoir faire ce projet là avec l'entreprise. Et donc du coup ça nous a mis un peu le pied à l'étrier et on s'est lancé un peu comme ça, enfin un peu dans l'inconnu, mais on a appris un peu sur le tas. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas forcément approfondi dans les études. On aimerait bien quelque part, mais c'est vrai que moi les cours d'éco-gestion, j'aurais aimé que ça parle un peu plus en profondeur du truc quoi. Parce que quand t'es vraiment dedans, tu te dis en fait j'ai rien appris. On m'a juste dit que c'était, on m'a dit les initiales SARL, micro-entreprise, enfin tu les entends, mais on essaie de les définir, mais on sait pas en fait ce que c'est. Enfin moi je trouve que je l'ai ressenti un peu comme ça. Ok, et du coup donc là c'est vos parcours individuels, vous êtes retrouvés à Toulouse, comment est-ce que vous êtes venu à revenir à Nantes et combien de temps après vous avez fondé Studio Matcha et Matcha Design qui sont venus Matcha à la fin? Alors du coup, on a fini nos études en 2015. Okay. On s'est un peu demandé ce qu'on allait faire. Geoffrey avait peut-être envie de bouger un peu de Toulouse parce qu'il a fait toutes ses études là où il habite. Donc voilà. Moi, je suis bretonne à la base, donc je voulais revenir un petit peu du côté... surtout du côté de la côte en fait. C'est ça qui me manquait le plus. Et on savait pas trop où s'installer. On a fait des recherches de boulot en fait, en se disant c'est le boulot qui va nous dire, mais ça n'a pas abouti. Donc au final, on hésitait un peu entre deux villes, à savoir Rennes ou Nantes, parce que Rennes, on avait fait un stage de fin d'études qui nous avait bien plu aussi, la ville nous avait bien plu. Et on nous a beaucoup recommandé Nantes en fait. De par l'ouverture culturelle et artistique qu'il n'y a pas trop dans d'autres villes, je trouve. Voilà. Et du coup, on est venu passer un week-end à Nantes, on ne connaissait pas du tout la ville. Et on s'est dit, c'est chouette, voilà, pourquoi pas s'installer là. Et à ce moment-là, Geoffrey a eu un entretien d'embauche, ça arrivé à peu près en même temps. Du coup, ça nous a conforté dans le choix de s'installer sur Nantes, même si ça n'a pas abouti. Oui. On regrette pas. Finalement, non. Mais voilà. Je suis d'accord avec toi, il y a une atmosphère à Nantes qui fait que... Ouais. C'est pour ça d'ailleurs je fais le podcast ici, parce qu'il y a plein de monde culturel, enfin c'est trop bien. Il y a plein de créateurs, c'est vrai, on a fait quand même quelques villes comme Toulouse, Bordeaux, c'est vrai Rennes, voilà. Mais c'est vrai que je trouve que c'est à Nantes qu'il y a c'est le plus développé, et des salons de créateurs, il y en a beaucoup, des programmes culturels, il y en a beaucoup. Bon, là en ce moment un peu moins, mais voilà, c'est... Puis le voyage à Nantes par exemple. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. C'est des choses originales, je trouve, qu'on ne voit pas ailleurs, quoi. Et c'est ça, du coup, qui nous a séduit un petit peu quand on est venu passer un premier week-end à Nantes. C'est justement, moi c'était l'île de Nantes, moi qui m'a un peu séduit avec toutes les machines de l'île, etc. Et c'est ça que moi j'ai trouvé trop bien en fait. Et voilà, on regrette pas du tout. Et du coup, pour la création de Matcha, c'est venu il y a à peu près 2 ans et demi. On était chacun donc dans nos activités respectives, mais toujours à plus ou moins travailler ensemble, à montrer son projet à l'autre pour avoir un avis, etc., vu qu'on travaille tous les deux de chez nous. Et à un moment donné, on a voulu revenir un petit peu au design d'objets aussi, ce qui est quand même notre formation initiale à tous les deux. Et finalement, la création vraiment concrète et palpable, voilà, nous manquait un petit peu. Et on a commencé par créer des luminaires en papier
comme ça, un peu par hasard. Et puis on s'est dit, ah, c'est chouette. Et en fait, on a poursuivi avec d'autres objets de déco. Donc comme des bougies parfumées, des décos murales, voilà. Et puis on a fait pas mal de collections d'affiches aussi, d'illustrations. Et puis c'est comme ça qu'est né Matcha en fait. Et maintenant Matcha c'est vraiment... ça regroupe vraiment ce côté créatif, nos collections d'objets et d'affiches et nos prestations de services, quoi. Donc on essaye de réunir tout sous un même nom. Vous avez mis le thé vert et l'eau en même temps et ça fait un Voilà. matcha. C'est ça. Un thé matcha, ouais. C'est peut-être bien résumé parce que nous on ne saurait pas l'expliquer, tu vois. C'est vrai qu'on a choisi le nom matcha, il n'y a pas forcément de signification particulière, mais... Ça, je pense que ça doit être sympa de vous voir un peu creuser la tête de quel nom choisir, parce que est-ce qu'on prend le prénom, l'initiale de l'autre, on l'assemble, est-ce qu'on prend les deux, enfin... On a essayé des choses, ouais, mais bon, c'était pas très probant. Et en fait, on cherchait un nom qui soit impactant, qui soit assez court aussi. On aimait bien tout ce qui est, enfin, tout l'univers un peu tribu, nomade, apache, des choses comme ça, des mots comme ça. Et au final, en faisant des recherches, on voyait qu'il y avait des noms similaires, enfin, des entreprises qui existaient déjà à ce nom-là ou des choses comme ça. Donc au final, je sais pas, Matcha, c'est venu un peu par hasard. Geoffrey avait un papier de couleur verte qu'il utilisait pour ses origamis, qu'il avait appelé le vert matcha, et puis je suis tombée dessus à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas matcha en fait, puis le fait qu'on soit deux ça match, enfin, il y avait un petit jeu de mots et du coup on a gardé ce truc là. C'est malin, trop bien. À moins que vous ayez encore des choses à dire sur votre parcours, j'ai posé la question que je pose tout le temps. Non, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais. Est-ce que vous kiffez ce que vous faites? On kiffe ce qu'on fait là, le podcast Les deux, parce que matcha. Non, oui, on kiffe vraiment ce qu'on fait, ouais. On s'éclate bien, on est passionné. Je pense que de toute façon, pour faire un métier créatif, il faut être un peu passionné, et sinon ça marche pas ou ça marche pas longtemps. Et c'est vrai qu'il faut s'accrocher un peu quand même. Je sais que les débuts ont été un peu difficiles et irréguliers surtout. Mais non, on s'ennuie pas, quoi. On s'ennuie pas, on adore créer. On a même du mal à s'arrêter de travailler vu qu'on est ensemble. Ouais, mais du coup, c'est vrai que des fois, c'est compliqué de s'arrêter, ouais, comme dit Mélodie. C'est là qu'on voit qu'on s'éclate aussi, parce qu'on a du mal à faire autre chose, à se dire, tiens, on pourrait s'arrêter là et on sort, on va faire quelque chose, quoi. Et au final, non, des fois, on reste planché pendant des heures sur un truc, mais c'est parce que ça nous plaît, au final. Ouais, ça nous plaît de faire, ouais. C'est trop bien. Parfait. Du coup, on va passer à la partie votre univers. Miam, 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 miam. Yes. Alors là, c'est moi j'ai eu plus de mal à trouver, parce que vous avez pas mal de choses dans votre univers, justement. Ouais. J'ai repéré quelques mots. Du coup, j'avais commencé par connaître, Geoffrey, son travail dans le papier chez Loïc et Constantino en 2019, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Et là, en 2020, j'ai découvert tous les deux, du coup, à la Little Atlantic, où j'ai vu votre travail commun, et je me suis dit, tiens, on va les inviter tous les deux dans le podcast. Et comment est-ce que vous dites, parce que du coup, j'arrive pas à définir votre univers, parce que j'avais noté origami, j'avais noté des couleurs, de design, de l'agencement, des produits, et en fait, c'est déjà tout ce que vous avez dit, mais du coup, j'aimerais savoir d'où est-ce que vous tirez votre inspiration. J'avais noté trois choses, nature, animaux et Mexique. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est intéressant comme mot. En fait, c'est vrai que Geoffrey s'est fait connaître sur Nantes avec les origamis, donc les animaux en papier pliés, et aussi ses illustrations, les mini-mondes en noir et blanc. Donc ça, c'est vrai qu'on les a intégrés à Matcha, mais ils existaient déjà avant. Donc voilà. Et l'univers après de nos créations communes, on va dire, c'est assez plutôt coloré quand même. Ouais, beaucoup de végétal. On aime bien travailler le végétal. Et puis peut-être un côté un peu bohème. Bohème. Le Mexique, oui, c'est bien aussi parce que on aime bien les voyages, les inspirations d'ailleurs un petit peu.
même si on n'est jamais parti au Mexique au final. J'avais noté les noms Primavera et Maya. Oui. Et du coup, je me suis dit peut-être qu'il y a un truc, je sais pas, un voyage qui s'est bien passé et fait qu'il y a eu de l'inspiration. On espère le faire un jour, mais non, pas encore. Ouais. Après, c'est vrai que Mélodie a un attrait particulier pour le côté espagnol, la langue espagnole. Et du coup, peut-être que ça se ressent aussi dans les projets, dans certaines illustrations en tout cas. Mais non, c'est vrai que on aimerait bien le faire, un de ces quatre. Ça serait un peu un petit rêve quand même. Un petit road trip en Amérique latine, on aimerait bien, ouais. Bon, pour l'instant, c'est pas encore possible, mais qui sait. Un jour. Ouais. Non, après l'univers, qu'est-ce que tu dirais de plus, toi? Ouais, il faut dire que Mélodie, elle est coloriste aussi, donc c'est pas facile de choisir des couleurs en particulier, de se définir dans une couleur ou dans une gamme de couleurs en particulier, parce qu'on aime beaucoup, beaucoup de couleurs, surtout Mélodie. Et donc, mais du coup, ça devient un atout presque, parce qu'on a envie de créer une ambiance colorée qui va rappeler tel thème, une autre ambiance qui va rappeler le Maroc, une autre le Mexique, une autre l'Espagne, la Grèce. On fonctionne beaucoup par thème, en fait, par thématique. Nos séries d'illustrations, par exemple, il y a un thème jungle, un thème ethnique, etc. C'est assez défini comme ça. Et puis après, ce qu'on essaye aussi de mettre en avant, c'est le côté quand même assez local ou du moins artisanal. On ne dit pas qu'on va faire que du made in France, mais pour le moment c'est le cas. Mais après, à terme, peut-être qu'on aura différents objets qui seront peut-être faits ailleurs en Europe, mais ce qu'on veut mettre en avant, c'est quand même l'artisanat et la petite série. Voilà, les matières naturelles aussi, plutôt brutes. Et après, c'est vrai qu'on s'éclate un peu plus sur les affiches en termes de couleurs et d'univers différents, quoi. Par rapport aux couleurs, moi c'est un truc que j'ai énormément de mal à choisir les bonnes couleurs d'assemblage et tout, et je respecte de ouf, parce que c'est dur de trouver les bonnes couleurs, les bons matchs, les bons trucs, les bonnes couleurs qui vont faire penser à la bonne idée. Et ça, c'est un truc de ouf, donc je poserai la question de... Donne-nous des astuces, un peu comment ça marche. La couleur, c'est vrai que c'est quelque chose de hyper vaste et hyper subtil aussi, et il y a des milliards de possibilités, donc c'est vrai qu'on peut vite être perdu. Après, j'ai appris à aiguiser un petit peu mon œil justement sur les associations de couleurs, et je trouve qu'en fait c'est ça qui donne une ambiance, que ce soit une affiche ou un intérieur d'ailleurs. C'est les associations, la couleur elle vit quand elle est associée à quelque chose d'autre, moi je trouve. Donc soit à une autre couleur, soit une matière ou un motif, ou j'en sais rien, mais sur les affiches en tout cas, je trouve que faut penser en gamme de couleurs, quoi. Faut penser pas que tiens, j'ai envie de mettre du bleu machin et c'est tout, mais en fait il faut vraiment que ça donne un univers direct. Et alors après, je pense qu'il y a un côté feeling aussi, quoi. Il y a un côté goût et feeling, et il y a des choses qu'on fait qui vont pas plaire à tout le monde. Mais c'est du travail aussi. Enfin, tu parlais à l'œil, tu arrives à deviner des trucs, mais ça fait des années que tu es dedans, oui. Et que tu t'exerces et que tu apprends. Après, il y a un truc que j'essaye de faire en général, que ce soit pour des projets graphiques ou des projets de déco, c'est quand on a souvent une couleur qui est assez forte, assez prégnante. Si cette couleur est très saturée, très vive, et à côté on va avoir une couleur un petit peu plus douce, une couleur un petit peu plus claire, plus foncée. Il y a toujours ce qu'on appelle une tonique, en fait. C'est une couleur qui prend le dessus, et du coup les autres, il faut qu'elles soient quand même plus douces, ouais. C'est le contraste. Ouais, alors le contraste c'est encore autre chose. Le contraste, c'est les couleurs complémentaires en général. Donc noir et blanc c'est contrasté, mais alors que je dise pas de bêtises, rouge et vert, tu vois, c'est des couleurs complémentaires. Donc si tu les mets côte à côte, surtout avec le même degré de saturation, ça va être très contrasté, et du coup ça va pas être subtil non plus, quoi. Si t'as un rouge assez vif, donc tu peux jouer avec les couleurs complémentaires, les verts, mais faire des verts plus sombres, plus pâles, etc. Donc voilà. Tout à l'heure, j'ai une idée. Là, on parlait d'Espagne tout à l'heure. Est-ce que le drapeau espagnol, c'est des bonnes couleurs ? C'est rouge et jaune.
Bah après, de toute façon, tous les drapeaux, c'est pas ouf, hein. Les couleurs, c'est des couleurs assez primaires, donc il n'y a pas de jeu de nuances. En fait, c'est ça, c'est que la couleur, c'est de la nuance aussi. Il faut apporter c'est ça qui va apporter de la profondeur, du relief au graphisme, ou voilà. Ou à un intérieur, c'est la nuance, quoi. Donc c'est vrai que sur les drapeaux, il n'y a pas de... Moi j'aime bien les drapeaux, je me dis souvent, s'ils sont associés ensemble, c'est qu'ils vont plutôt bien ensemble, tu vois. Si tu mets, peut-être pas les bons, par exemple le drapeau français bleu, blanc, rouge, Ouais. le bleu, le blanc, le rouge vont bien ensemble, mais peut-être pas dans cette gamme de couleurs là, peut-être un peu plus pastel, un peu plus... Ouais, je chatoyant. sais pas comment c'est choisi, mais ouais, moi je trouve qu'il pourrait faire des trucs un peu plus subtils, un peu plus stylés, ouais. Ouais, c'est ta mission, tu vois. Recommencer tous les Ouais. drapeaux. Mais en gros, voilà, l'astuce c'est de jouer entre la luminosité, la saturation et puis après la teinte, quoi. Ok. Voilà. La couleur c'était plutôt Mélodie. Et toi, qu'est-ce qui fait que t'en es venu au papier? On parlait d'objet design tout à l'heure, mais pourquoi le papier et pas du métal par exemple? Et quel type de papier te font vibrer? Alors, je vais essayer de répondre peut-être en plusieurs temps. Alors, comment je suis venu au papier? Tout simplement, je pense que je suis venu au papier parce que c'était un matériau qui n'était pas très onéreux au final. Et tu disais, ouais, pourquoi le papier et pas le métal? C'est en partie pour ça, parce que c'est un matériau qui est accessible, on va dire, au plus grand nombre et que tu peux travailler aussi depuis chez toi. Et ça, c'était particulièrement cool parce que quand tu vis dans un appartement, t'as pas forcément les moyens d'aller dans un atelier tout le temps, et que tu peux pas travailler une autre matière, on va dire de manière pas plus aboutie, mais de manière plus assidue. Et du coup, tu essaies de trouver un médium de fabrication qui te convienne depuis chez toi, donc depuis notre petit appartement. Et du coup, c'est assez orienté vers le papier, assez naturellement au final. Tout le monde n'a pas une forge à disposition. Voilà, c'est ça. Ça serait bien, hein, ça serait top d'avoir tout le monde son atelier et on y va, on coupe du bois, on fait du métal, on soude, on fait tout ce qu'on veut. J'aimerais bien d'ailleurs, mais, mais bon. Et du coup, après, je suis arrivé sur le papier, j'ai commencé à faire des animaux parce que j'aimais bien, je trouvais ça cool en fait d'avoir un trophée d'animal chez soi. J'avais pas un modèle en particulier que j'avais trouvé sur internet qui me plaisait parce que sinon j'aurais peut-être acheté, j'aurais peut-être fait, et je serais peut-être passé à côté de tout le bestiaire que j'ai développé par la suite. Mais du coup, j'avais quelques notions de 3D sur logiciel que j'avais appris pendant les études. Et du coup, j'ai essayé de refaire mon propre modèle. Bon, le premier était un peu claqué, mais bon, après, voilà, j'ai retravaillé le truc et j'ai développé des modèles un peu plus aboutis. Et c'est un peu comme ça que je me suis fait connaître sur les marchés de créateurs, après sur Nantes, par ces premières créations-là, qui étaient des trophées d'animaux. Et donc que je vendais directement montés. Il n'y avait plus qu'à les poser au mur, donc c'est ça qui a séduit aussi un peu les gens. Comment t'as vu d'ailleurs, pourquoi t'as dit tiens, je vais les monter moi-même et les vendre montés et pas en pochette à monter soi-même? Parce que j'ai vu que ça se faisait pas trop, ou alors, enfin, je sais pas, j'ai pas de nom aujourd'hui Parce que d'artiste ça qui prend quand même les. beaucoup de temps à faire entre le montage. Après, peut-être t'as l'habitude du coup, parce que tu le fais en 5 minutes chrono, mais. Ouais, non, je prends toujours plusieurs heures. C'est vrai que la question du temps de montage, c'est assez compliqué, mais bon. Après, voilà, ça se ressent peut-être aussi des fois dans le prix auquel voilà, on achète la création. On sait qu'elle a été fabriquée à la main et montée par quelqu'un. Ça a une autre valeur que de l'acheter en kit à monter soi-même. Voilà, on sait que la personne a pris du temps pour. Parce qu'au minimum, tu le peux la faire. construire toi-même et si quelqu'un le fait pour toi, C'est ça, au final, on pourrait tout faire nous-mêmes quelque part, mais bon, après, voilà, il y avait le souci aussi de bien les faire et de les vendre monter aux clients, que ce soit un bel animal, voilà, où il n'y ait pas de traces de colle, voilà, que ce soit quelque chose de vraiment un produit fini et décoratif, du coup. trop cool. Et du coup, pour rejoindre au niveau matcha, est-ce que ça reste vos chasses gardées chacun vos domaines de compétences avant le matcha? Ou il y a un peu comme dans la peinture, ça déborde un petit peu, et puis par exemple la couleur de papier, par exemple, sur des matériaux, des designs, tiens, ça va bien ensemble, des idées, j'en sais rien. On essaye de réunir au maximum nos créations. Alors c'est sûr qu'après Geoffrey va rester sur... moi je suis pas capable de monter un animal, hein. Tout le monde est capable de le faire. Ouais, mais pas aussi proprement, voilà, donc je l'aide des fois. En fait, on s'entraide sur tous les projets, voilà. Donc
donc je peux l'aider des fois à rainurer, à plier des pièces de papier, mais après ça va pas au-delà. Et après pour les affiches par exemple, ça dépend. Enfin, moi j'essaye de me mettre sur... Alors, je suis pas graphiste non plus de base, mais j'essaye de m'y mettre, ça me plaît. Et si j'arrive pas à faire ce que je veux, Geoffrey le fait, et puis je vais intervenir sur la couleur. Voilà. Donc on essaye de réunir nos univers un peu singuliers pour créer quelque chose qui nous ressemble à tous les deux, quoi. La couleur, c'est vrai que du coup, là, l'œil de Mélodie sur la couleur est carrément plus développé. Donc du coup, notamment pour revenir aux origamis, aux aliments en papier, c'était elle qui avait créé le nuancier que j'utilisais pour fabriquer les noms. les animaux. C'est elle qui avait fait les noms, je crois. Ouais. Oui, aussi, ouais. Donc en fait, on avait sélectionné une gamme de papier qui avait déjà des noms à la base, mais auquel nous, on avait redonné un nom pour se l'approprier un petit peu plus, quoi. Et au début, on proposait une vingtaine de couleurs. Et après, j'ai vite réduit parce que j'ai vu qu'il y avait des couleurs qui ne se vendaient pas. Et puis après, même pour rester dans un univers, pour apporter un univers un peu plus spécifique aussi aux gens, j'ai commencé à repérer justement les couleurs qui se vendaient le mieux et que les gens attendaient aussi. Et on a peut-être aussi revu le nuancier en rapport justement avec Matcha. On s'est dit, on est plus dans tel ou tel univers, du coup cette couleur elle saute, cette couleur elle saute. Et puis aussi réduire le nombre de couleurs pour réduire aussi le nombre de possibilités, de stock, de commandes, parce que c'est vrai que ça devenait, comme on a plein de choses à faire, ça devenait un petit peu compliqué de tout gérer et les gens veulent toujours plus de choix, etc. Et nous, au contraire, on a plus réduit pour avoir une petite gamme, mais qui fonctionne très bien, quoi. Qui soit mieux organisé, ouais. On peut le dire, du coup, peut-être que les gens ont découvert, mais le Niom Niom Niom, c'était Koh-Lanta. Moi, je suis fan d'une autre émission, c'est une émission de cuisine, avec Philippe Etchebest. Ouais. Et souvent, les restaurants ont des cartes à rallonge avec plein de produits, et finalement, il y a peut-être 3 plats qui ressortent tout le temps. Et le conseil qu'il dit, c'est de réduire la carte pour se spécialiser dans 3-4 produits et qui sont bons. C'est ce que vous avez fait avec... Exactement, oui, c'est un peu ça. Et à un moment donné, on ne peut pas être partout. On a choisi d'avoir des prestations de services et en même temps de créer des objets. Et si on veut développer autre chose à côté, il faut qu'on fasse des choix, tout simplement, et des choix pratiques pour réduire le nombre de possibilités, et puis la gestion des stocks, et un choix aussi esthétique pour se fondre un peu plus dans l'univers de Matcha, quoi. Trop bien. J'avais noté d'ailleurs pour l'univers, est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels vous vous intéressez d'aller parce que vous dites justement on va pas s'éparpiller et on se concentre pour l'instant, peut-être plus tard on verra. Mais Oui, moi il y a un secteur que je m'interdis, c'est le tatouage. Quand on me demande tu peux me dessiner un tatouage, je dis non parce que je trouve que c'est un univers tellement spécifique que je sais pas, je le sens pas en fait. Je me dis ok, même si je dessine un truc cool, la personne va se le faire sur le corps ou quoi, mais en fait j'ai pas le recul nécessaire comme un tatoueur de me dire tiens, il faut que je le dessine comme ci, comme ça, parce qu'il y a des épaisseurs de traits à respecter notamment. Enfin, je pense que c'est une des choses peut-être parmi des dizaines qu'il faut respecter dans le tatouage. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une des raisons principales qui fait que maintenant aujourd'hui je dis non. J'ai pu essayer d'en dessiner un pour une personne une fois, mais la personne ne s'est pas fait tatouer, donc tant mieux, je sais pas, mais je sais pas ce que ça aurait donné. Mais bon, enfin voilà, je trouve qu'il y a des univers ou des secteurs, du coup, comme tu dis, qui au bout des fois on se verrait pas intervenir, quoi. Après, par contre, en ce qui concerne les créations, vraiment, c'est pas on s'interdit pas forcément de secteur. Par exemple, moi j'ai commencé à faire un peu de céramique avec Pauline, justement. On a envie d'apprendre aussi des nouvelles techniques pour pourquoi pas sortir des objets après, sortir des objets en bois, en céramique, en textile. On a envie quand même d'explorer d'autres univers. Alors peut-être que il y a des choses, on se dit là c'est trop tôt pour le faire, ou on s'interdit pas, mais on se canalise quand même un petit peu. Ouais, mais le tatouage quand même, moi je m'interdis.
Vous avez compris, pas de tatouage. Ok, est-ce que du coup on va partir sur la partie technique? Miam, 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 miam. Du coup, c'est un peu large votre univers, donc je vous laisse m'expliquer plutôt quelles sont vos techniques et outils. Alors du coup, moi, pour la partie décoration d'intérieur, je vais utiliser... alors, ça dépend des projets, mais en gros, c'est la planche d'ambiance qui va être commune à tous les projets. Donc, je commence vraiment toujours un projet par de la veille de tendance, etc. Et je vais créer une planche d'ambiance en fonction de la problématique du client, en fonction de sa pièce, de ses goûts, de ses besoins, etc. Et ça va vraiment définir le début du projet. Je valide avec le client l'ambiance générale, le style, les couleurs, les matières. Et ensuite, je vais sur des projets plus longs, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Archicad pour faire des modélisations 3D et un logiciel de rendu qui est Artlantis. Donc voilà, ça c'est les outils que j'utilise. Atlantis, comme le... Artlantis avec un R. Comment tu dis? Artlantis. Artlantis, pardon. Ok, voilà. Et du coup, ouais, ça permet de faire, de poser les lumières, les matières, faire voilà, des rendus assez sympas. Et ensuite, un petit peu de Photoshop pour finir l'image de rendu. Et voilà, c'est vraiment les 3 logiciels que j'utilise le plus pour travailler sur des projets de déco. Ok. Et donc du coup, maintenant pour la partie graphisme, moi j'utilise beaucoup le dessin sur papier. Donc que ce soit avec... alors j'ai trouvé, on va dire, une certaine aisance avec les stylos noirs à pointe fine, style Staedtler ou... j'entendais Rotring pendant mes études, mais je crois que j'en ai jamais trop utilisé. C'était plutôt des Staedtler ou des stylos Micron. D'accord. Donc voilà, si jamais il y en a qui veulent se lancer là-dedans, ils sont super cool ces trucs-là parce que il y a plusieurs pointes d'épaisseur différentes, donc on peut travailler son trait de manière différente et faire des rendus assez cool. Voilà, dès qu'on a des stylos avec marqué 0,5 ou 0,05, voilà, enfin, je crois qu'il y a plein d'illustrateurs qui utilisent ce genre d'outils. Même si après, il y a d'autres outils très très cool. Les crayons de couleur, ça peut être super cool. Les pro-marqueurs, on peut faire ce qu'on appelle des roughs. Des roughs, c'est des dessins un peu poussés avec des feutres qui sont super, super stylés aussi. Chacun après va trouver plus ou moins son médium de dessin. Moi, je l'ai trouvé avec ça. Bon, il y a toujours une phase de crayonné, évidemment. Je prends un crayon de papier où je vais faire une esquisse rapido et puis après je vais revenir dessus avec mon stylo. Et ensuite, je passe ça sur ordinateur. Maintenant, depuis qu'on a commencé Matcha, au final, avant j'étais beaucoup sur le dessin à la main, donc que je venais numériser ensuite où j'agrémentais avec une partie informatique pour rajouter un titre sur mon dessin, etc. Tu repassais les traits Non, mais ça m'arrivait de vectoriser et parfois juste de rajouter un texte, tu vois, pour faire un titre un petit peu stylé et donner une autre ambiance à l'affiche. Et du coup, après, je les vendais tel quel. Donc c'était le dessin qui avait été numérisé et imprimé juste tel quel. Et aujourd'hui, depuis qu'on a créé Matcha, on s'est orienté justement vers des nouvelles techniques, des techniques un peu 2.0, voilà, avec du digital art ou du dessin vectoriel sur des logiciels comme la suite Adobe avec Photoshop et Illustrator. Maintenant voilà, après, on essaie de se familiariser aussi avec ces nouveaux outils-là parce que ça change du médium papier. Donc voilà, on essaie de se familiariser avec ça. Je crois que c'est le mot parce que c'est pas simple et c'est pas inné de dessiner sur un ordinateur comme on dessine sur une feuille de papier au final. Mais du coup, tout à l'heure on parlait de Paper Art et du coup, si vous voulez un logiciel free access, vraiment, enfin open source à télécharger qui est gratuit, c'est Pepakura Designer. Mais Pepakura, c'est vachement bien foutu en fait. Enfin, t'as les pages, tu mets ton truc comme tu veux. Et comment tu l'imprimes ou tu le fais découper directement? Pour les animaux. Du coup en fait j'ai commencé
je voulais tout faire depuis chez moi, donc du coup j'avais une petite imprimante comme on a chacun à la maison. Et du coup je me suis mis à créer mes gabarits d'animaux sur des feuilles A4 pour que ça rentre et que je puisse l'imprimer depuis chez moi. Donc après ça fait quand même plusieurs pages à imprimer. Et du coup je m'amusais à bourrer l'imprimante en fait avec le papier qui était assez grammé. Du coup on est sur du 270 grammes Costaud, ouais. pour le papier, donc il fallait que ça passe dans l'imprimante. Et du coup des fois ça m'arrivait effectivement de pousser un peu le papier pour que l'imprimante elle l'avale et qu'elle le recrache avec l'impression, quoi. Et t'es jamais passé par des silhouettes, Si, alors j'en ai acheté une, je l'ai utilisée pendant 3-4 mois, et au final je me suis rendu compte que j'allais aussi vite à la main. Ouais, parce qu'il faut tout caler, il faut mettre ouais. Exactement, il fallait tout faire, enfin en gros, je devais reprendre un petit peu les 7 ou 8 bestioles que j'avais fabriquées jusqu'à présent, faire tous les fichiers de découpe. Donc j'ai commencé à le faire quand j'ai fait le Toucan, en fait, et j'avais préparé les fichiers pour la silhouette Curio, donc, qui est une découpeuse papier. Et donc je trouvais le résultat super chouette. Sauf que je me suis vite rendu compte que le tapis de découpe de la machine s'usait hyper rapidement, que la lame pouvait sauter parfois. Donc je trouvais ça cool au début de pouvoir m'absenter 5 minutes pour aller prendre un café et revenir, et il y avait le papier qui était découpé. Et puis au final je me suis rendu compte que ça sautait après assez régulièrement. Donc, plus le calibrage aussi, parce qu'il faut la bonne profondeur avec le papier qu'il faut, Ouais. faut pas se tromper. Puis pas oublier en rouge, je crois que c'est en rouge le truc. Ouais. Et t'oublies un truc, c'est fini, faut que tu recommences. Non, ouais, c'était assez galère. Pas de prendre la machine en main, mais de comprendre comment ça marche, mais plutôt d'appliquer du coup, la découpe papier avec ça. Alors après, ça permettait des trucs sympas, mais j'en ai pas forcément eu d'utilité par rapport à ce que j'en attendais, en fait. Mais pour faire de la découpe de petites cartes de vœux, même des coupes de cartes de visite, des découpes un peu fines pour du pochoir, etc., ça peut être super, super stylé. Et il y en a d'ailleurs sur Instagram qui font des trucs de ouf avec ça. Mais voilà, nous on n'avait pas le... Vous n'avez pas l'imprimante laser dans la chambre à coucher? Non. Pas encore. Du coup, maintenant on a une imprimante A3. Du coup, je crée mes planches d'animaux sur A3. Et, Scalpel? Et du coup, au cutter, j'ai un petit cutter qui est rafistolé avec du scotch parce que j'aime bien utiliser celui-là. Donc voilà, c'est vrai que. Et les scalpels, les X-Acto, mais j'ai un peu de mal justement. Ils sont un peu durs à tourner. Enfin, les ronds, c'est dur. Puis je me suis toujours dit que c'était peut-être un truc de droitier, ça. Enfin, moi je suis t'es gaucher. Ça change tout. Enfin, je sais pas, j'ai toujours eu du mal à prendre les X-Acto en main. Je pense que ça joue, parce qu'il y a des trucs comme ça où les crayons, même où tu les prends à droite ou à gauche, c'est pas le même. Une plume par exemple. Ouais. Oui. C'est pas le même. Est-ce qu'il y a un truc à savoir parce que quand t'écris de la main droite et de la main gauche, tu peux avoir de l'encre sur la main gauche. Ouais. Est-ce que du coup t'as un truc spécial avec main gauche ou c'est juste l'outil qui est un peu différent? Bah ouais, non, mais ça, les traces de crayon avec la main gauche, ça c'est systématique. Je crois que tous les gauchers ont des traces de crayon comparé aux droitiers quand ils dessinent. Mais je sais pas, c'est la manière de prendre le crayon peut-être qui... Ah, c'est vachement intéressant. Même la façon de penser tes patrons. Est-ce que tu mets les étiquettes d'un certain côté par rapport fait que t'es gaucher ou pas? Pas vraiment. Après, je pense qu'on s'adapte. On s'adapte, les gauchers, je pense qu'ils s'adaptent à pas mal de trucs que font les droitiers. Comme la souris d'ordinateur par exemple, moi je la tiens de la main droite parce que j'ai toujours été habitué comme ça, mais je sais qu'il y en a qui utilisent avec la main gauche. C'est bizarre. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça que les gauchers peuvent faire différemment, même entre gauchers, on n'est pas une secte, mais vous reconnaissez entre vous, c'est tous ça. Les mêmes choses. Mais c'est vrai que par contre, moi j'ai remarqué un truc, c'est qu'en art appliqué, j'ai jamais vu autant de gauchers. J'ai jamais rencontré autant de gauchers qu'en art appliqué. Ouais. Il y a plein d'artistes qui sont gauchers, j'ai l'impression. Mais j'avais entendu un truc, je sais plus, dans un reportage, une émission, j'en sais rien, comme quoi les gauchers avaient une partie du cerveau qui est dédiée à l'art. Enfin, je sais plus comment c'était présenté, mais bref, ils avaient apparemment un lobe artistique dans le cerveau qui était un peu plus présent plus développé que chez les droitiers. C'est drôle. Donc ce qui expliquait du coup qu'il y avait beaucoup d'artistes, de peintres qui étaient gauchers. Et une façon de penser aussi, je trouve, Geoffrey, il pense tout
pas pareil que nous. Pareil que nous, les normaux, Les gens les normaux, les droitiers. Non, mais par exemple, quand il était petit, il écrivait facilement son prénom à l'envers et ça lui posait aucun problème. Et du coup, quand il regardait dans le miroir, c'était bon, faisait son prénom, c'est même pas à l'envers, c'est inversé, quoi. Ouais, c'est vrai que mes parents... Du coup, je pense que t'as le côté graphique, t'as une façon de voir les choses qui est différente de moi, par exemple, en tout cas. Ouais, qui Je est à fais l'envers. pas tout le monde, mais moi. Typiquement, sur un visage, tu dessines quel œil le mieux? Je sais que le droitier, souvent c'est le droit, et le gauche, moi j'arrive pas du tout. Ah, c'est vrai, t'as raison. Ouais, faudrait prendre une feuille et un stylo là. Tu dessines pas beaucoup de personnages et de visages, donc c'est pour ça que tu t'es pas... Ouais, mais ouais, c'est vrai que j'ai du mal. C'est vrai que c'est un peu ma hantise, ça, les personnages. On a tous notre truc de prédilection, et c'est vrai que les personnages, les postures. Est-ce qu'on sait à quoi ça ressemble? Pour moi, c'est comme ça, je me dis, j'ai du mal aussi avec les personnages parce que je sais que les gens savent à quoi s'attendre. Les gens, ils sont des gens. Ouais. Alors qu'un animal, tu dis, bon, ouais, personne n'est un chat, tu vois. Ils vont pas se dire, non, c'est un chat bizarre. Ou... Bon, après, tu vois à peu près ce que c'est un chat quand même. Oui. Si tu fais 5 pattes, c'est vraiment Il y a différent. un problème quand même, ouais. Ah, c'est une dernière question sur les outils et l'équipe. Comment vous fonctionnez entre vous? Vous vivez ensemble et vous travaillez ensemble, donc vous parlez à l'oral. Mais est-ce que vous avez un outil de report, justement, des idées, des choses comme ça? Alors, on essaie de se faire des petites réunions. Ouais. C'est vrai. Brainstorming, des réunions d'objectifs, de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaye de créer ce mois-ci, comment on communique. Et oui, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe que de l'administratif et que de la... Non, on fait un peu tout, tous les deux. Mais après, au niveau... outils communs... oui, non, c'est surtout l'échange. Ou de reporting, par exemple, si quelqu'un a démarché X magasins et l'autre X clients, comment vous mettez en commun pour que... C'est vrai que ça se fait un peu naturellement, un peu spontanément, je trouve. Par exemple, tout ce qui est bougies, par exemple, on crée des bougies naturelles parfumées et c'est moi qui ai pris la main dessus parce que c'est moi qui les fabrique. Donc, du coup, tout ce qui va être autour des bougies, c'est moi qui gère, quoi. Les commandes, etc. Ouais. Après, tout ce qui est un peu plus technique, comme les luminaires, la partie électrique que je gère pas moi, c'est Geoffrey qui va gérer, quoi. Ouais, c'est vrai que ouais, sur les luminaires, ouais. Voilà, on a chacun un petit peu des objets qu'on va plus gérer, soit moi, soit Mélodie. Et oui, les luminaires, moi je m'occupe de toute la partie de la fabrication, assemblage et électrique, quoi, toute la partie électrique. Tu prends les coups de vie et se brûle les doigts, c'est ça à peu près le... Moi je regarde si ça marche, juste... non. Et puis après, par exemple, pour nos affiches, c'est Geoffrey qui va tout le temps gérer avec l'imprimeur les commandes, les impressions, aller chercher les impressions. L'imprimeur, il n'a qu'un interlocuteur, c'est Geoffrey. Enfin, on essaye, une fois qu'on a pris un truc, de le garder jusqu'au bout. Mais en fait, le fait qu'effectivement on soit aussi en couple, et ça se fait vraiment naturellement. On n'est pas en train de... Enfin, on se comprend vite et ça se fait sans trop réfléchir, quoi. Voilà. Ok. Du coup, on va partir sur la partie projet. La dernière partie avant le tiramisu. Ah, trop bien. Miam, 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 miam. Bon, les projets. Ouais. Alors, sur les projets, je ne sais pas du tout. Est-ce que vous êtes à 50-50 projets avec des particuliers et des entreprises, ou il y en a un qui prend le lead sur l'autre? Ça dépend. Ouais, ça dépend en période. Sur 2020, par exemple, Sur 2020, je dirais qu'il y a eu... c'est particulier en plus. C'est un peu particulier, parce que du coup, là, ça va être des particuliers qui deviennent des professionnels, en fait. Il y a eu pas mal de projets de logo en 2020, donc du coup, c'était soit des amis, soit du bouche à oreille, en fait, où les gens se sont mis à leur compte. Au final, en 2020, moi, j'ai jamais fait autant de logos en 2020 que les autres années, quoi. Et du coup, l'interlocuteur est particulier au début et devient professionnel à la fin. Mais c'est assez partagé, ça varie vraiment en fonction des années et des projets. Puis vos projets à vous aussi, parce qu'il y a des projets qui parlent plus à des particuliers ou à des professionnels. Les affiches peut-être plus pour les particuliers,
Et tout ce qui est décoration, plus pas un professionnel. Alors, en fait, ça dépend parce que les affiches, par exemple, on les vend beaucoup aux boutiques aussi. Oui, c'est vrai. Donc, on va dire que c'est du B2B. Et d'ailleurs, on est sur une plateforme qui s'appelle Encore Store là, depuis quelques semaines. Ouais, depuis le mois dernier, ouais. Ouais. Donc là, c'est une plateforme qui répertorie plein de créateurs européens. Et là, c'est une plateforme qui s'adresse que à des boutiques. Donc, c'est que du B2B et c'est des boutiques qui commandent, qui peuvent commander du coup plusieurs créateurs en même temps, etc. Et de différents pays. Et Ouais. ça, c'est assez intéressant. Donc, voilà. Donc là, c'est du B2B. Après, les boutiques, ouais, ça vont prendre plus des affiches parce que c'est le produit le plus facile à, on va dire, marger, le produit gagnant-gagnant pour la boutique et pour nous, quoi. Après, on vend nos luminaires aussi chez l'Inatelier, donc une boutique de design à Nantes. Il y aura tous les liens dans le Voilà. blog et sur l'article. Et sinon, c'est vrai que pour les créations, ça va être plutôt du particulier. Ouais. Pour le reste, voilà, c'est que du particulier. Mais tout ce qui est prestations de graphisme, évidemment, ça touche que les entreprises parce que c'est des entreprises qui demandent des logos et de l'identité visuelle. Ou des illustrations en particulier, ouais. Ouais. C'est Voilà. vrai. Donc, et moi, cette année, j'ai plus de particuliers que de pros en design intérieur. Tant mieux, enfin c'est bien aussi. Ouais, ça équilibre. Ouais, ça équilibre bien, je trouve. Est-ce que vous avez un calendrier de projet? Par exemple, vous dites 2000, j'ai n'importe quoi, 2019 la bougie, 2020 le luminaire, 2021, je ne sais pas. On essaye. Ah ouais. On On essaie. Ça prend jamais vraiment la tournure qu'on veut, mais enfin, ça dépend. On essaye de créer de créer des nouveautés quand même assez régulièrement pour alimenter notre site, notre boutique en ligne, nos réseaux, et voilà. Et pour se renouveler, mais après des fois ça prend plus de temps que prévu, quoi. On se dit on aimerait bien que pour telle date on ait sorti telle gamme d'objets et finalement ça va pas se faire parce que on a pris trop de temps pour trouver le fabricant ou ça va nous coûter plus cher que ce qu'on pensait, du coup c'est pas réalisable du coup il y a plein de critères qui rentrent en compte et qui fait que ça va prendre du retard ou que finalement on se dit finalement c'est peut-être pas pertinent de le faire maintenant, on va attendre. Et puis il y a aussi des choses existantes qu'on remet en question, donc Ouais. voilà. Mais on essaye quand même de se dire cette année il faudrait qu'on fasse ci et ça sans se mettre trop de barrières sur les mois et Sur sur les les dates. délais. Est-ce que vous prenez votre catalogue et vous essayez de le renouveler régulièrement, ou est-ce que justement vous dites on renouvelle un produit et on fait un nouveau produit, on renouvelle un produit, on refait un nouveau produit? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des... Oui, alors pour Ou les... évoluer plutôt. Évoluer Ouais, un c'est produit. ça. On fait évoluer les produits. Ouais, par exemple, les bougies, avant c'était des contenants en verre. Maintenant, on est sur des contenants en métal avec un petit couvercle. C'est plus du tout la même chose. Et on est encore en train de se demander si on va pas repasser au verre. Ou, voilà, enfin, on est toujours en train de se remettre en question. Et aussi, on retire des fois, par exemple, les bougies, il y avait une 10 senteurs. une dizaine de senteurs. Finalement, on se dit que c'est compliqué à gérer en termes de stock, encore une fois, etc. Et du coup, on est revenu qu'à 4 senteurs principales. Et voilà, on fait nos propres jugements, enfin nos propres diagnostics sur les choses en se disant on n'est pas spécialisé dans les bougies, donc on va réduire ce truc-là. Puis l'expérience de vente aussi. S'il y a 10 bougies, il y en a une qui se vend très très bien et une qui se vend pas bien, celle qui se vend pas bien, voilà, elle saute. Bye bye la bougie. Non mais voilà, du coup, c'est vrai que ça fait des produits exclusifs, il faut absolument y aller tout de suite. Ouais, c'est ça. Oui, après on pense aussi à faire des choses comme ça en édition limitée parce que on n'est pas, on est deux, on n'est que deux à faire ce qu'on fait, donc des fois on n'a pas de temps, etc. Donc on se dit on va faire ça en édition limitée sur un délai particulier et après ça se renouvellera pas, quoi, ou alors peut-être autrement plus tard. Et voilà, donc pour répondre à ta question, on renouvelle certains produits et puis
Il y en a certains qui disparaissent aussi parce que ça n'a pas marché, parce que ça ne nous plaît plus. Voilà. Et Vous forcez pas, parce que même si le projet fonctionnait, le produit fonctionne et vous n'avez plus trop envie de le faire, vous le faites quand même ou vous êtes en proie? par exemple, les origamis, je pense que la question s'est posée. Ouais, la question s'est posée parce qu'il y a quand même une quinzaine d'animaux dans le petit bestiaire, Les origamis. les origamis. Et du coup, en fait, on en a gardé 6, je crois, sur la boutique en ligne. Alors après, voilà, les autres modèles sont toujours disponibles. On peut me contacter sur Instagram ou sur Facebook ou même sur le site pour voir s'il est possible de faire tel ou tel animal, mais qui est déjà présent dans le bestiaire. Parce que je vais pas recréer d'animaux spécialement pour un client, parce que ce serait beaucoup trop cher pour lui. Et voilà, mais Est-ce que ça t'intéresse toujours de le faire ou t'es arrivé à une lassitude au bout d'un moment quand même? je suis arrivé à une lassitude. Ah, ouais, c'est ça complètement. aussi. Complètement, en fait, je crois que j'en ai eu marre de monter, de découper, plier, rainurer. C'est toujours la même chose. Alors après, ce que j'aime bien au final, c'est sortir un nouvel animal et le faire aller une dizaine de fois et puis après ça passe. Mais du coup, c'est pour ça que j'avais constamment au début envie de créer des nouveaux animaux parce que je me lassais assez vite des premiers. Mm. Donc et voilà, et puis au final, là on est arrivé à garder 6 modèles. Après, je sais pas si j'en referai d'autres ou pas, ou si au contraire il y en a qui vont disparaître complètement, ou des couleurs qui vont disparaître aussi complètement, encore plus. J'ai une autre forme tout à l'heure, c'est une hypothèse que j'avançais sur le do it yourself sous forme de pochette. Et toi, ça fait moins de travail à faire et pourtant les gens seront contents de l'avoir. Ouais, c'est des choses qui se réfléchissent, hein. On y a pensé et on me le demande souvent. D'ailleurs, c'est une question qui revient souvent. Pourquoi vous les faites pas en kit? Ben oui, c'est vrai que je pourrais les faire en kit, mais quelque part, je me dis que j'ai peut-être envie de garder ces animaux-là que j'ai modélisés de A à Z un petit peu secrets en termes de gabarit. Parce que là, du coup, on parlait tout à l'heure, je posais la question sur le retrouver sur le marché ensuite, surtout dans le marché des 3D. C'est un truc de. Les gens prennent le plan et puis le vendent comme si c'était le leur. Il y a plein de trucs comme ça. Ouais. Et donc, du coup, c'est peut-être pour éviter ça aussi. Après, voilà, je pars pas du principe que tous les gens qui achèteront le gabarit ou le PDF sont mal intentionnés, mais, C'est tous. mais ça peut arriver, voilà. Et puis c'était la valeur ajoutée un petit peu du concept, c'est que voilà, il se démarquait un petit peu en les vendant montés et c'est vrai que du coup on perd un petit peu le cœur du concept quoi si on fait ça. Maintenant c'est vrai que comme tu disais tu te lasses un peu et malgré qu'il y ait encore de la demande on se pose la question d'arrêter ou voilà donc on a réduit au maximum et les couleurs et les modèles pour garder juste à quelque chose d'assez gérable en termes de temps et tout mais après il y a peut-être un compromis à trouver. C'est vrai que comme tu dis en kit ça peut être par exemple tout de pré-découpé, de pré-plié et au final la personne n'a plus qu'à monter mais elle reçoit pas un PDF sur son ordinateur à imprimer chez soi. Voilà, le papier est déjà choisi, on sait que c'est le bon papier, on sait que c'est la bonne colle. Voilà, entre guillemets, il n'y a plus qu'à coller. Mais encore une fois, c'est une étape qui peut être aussi un peu délicate et on n'a pas toujours le rendu qu'on aimerait. Moi, j'ai fait beaucoup de modèles au début où j'avais des traces de colle et je me disais ça c'est pas vendable, et du coup je refaisais et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de le faire on se rend compte que c'est un peu plus délicat que ce qu'on pense. Et du coup ça me fait une bonne transition sur le projet futur. Est-ce que justement prendre quelqu'un ou d'autres personnes qui pourraient faire l'assemblage à ta place ou faire des choses, ça pourrait être quelque chose d'envisageable? On aimerait trop, on aimerait bien pouvoir soit avoir des stagiaires, soit pouvoir embaucher des gens. Mais pour ça, il faudrait déjà qu'on travaille ailleurs que chez nous, je pense. C'est une volonté quand même à plus ou moins court terme, à moyen terme, on va dire, d'avoir un atelier, voire pourquoi pas un atelier showroom avec une petite partie boutique et vente du coup. Mais au moins d'avoir un espace de travail où on puisse aussi accueillir d'autres gens pour travailler avec nous, ce serait top, ouais. Ça me fait vraiment penser à Pierre Coux.
Ouais. Et Chocho, c'est trop bien parce qu'ils ont fait avec la boutique exposition, l'atelier de Pauline derrière. Ouais, c'est C'est super chouette. l'objectif, ça. C'est un espace sympa et c'est vraiment ça qu'on voudrait. Ouais, ça, S'ils partent, on prend. Non, mais Non, c'est vrai j'ai rigolé. on se reconnaît un peu dans cette configuration-là. C'est Oui. vrai que c'est ce qu'on aimerait avoir, ouais. Boutique atelier, ouais, ça serait sympa, Ce serait top. carrément. Vachement quoi, c'est la concrétisation d'avoir une boutique quand t'es artiste. Ouais, c'est trop c'était bien. pas forcément au départ Enfin, en fait, on s'était pas forcément posé la question comme ça au début quand on a créé le truc, mais effectivement, quitte à avoir un espace de travail qui soit en dehors de chez nous, ben, le rentabiliser avec un espace de vente, c'est aussi bien. Puis on en a fait tous les deux des petits boulots dans la vente, donc ça va, on gère aussi, quoi. Et puis c'est nos produits, donc non, on aimerait bien. Et pareil, bah, ça suppose aussi d'avoir d'avoir peut-être quelqu'un qui s'occupe de la partie vente. Enfin, voilà, ça suppose des gens en plus, quoi. Ça, c'est sûr. Si on développe, on est à un moment donné où on va forcément développer, et si on veut s'agrandir, et ben, il faudra s'agrandir aussi en termes d'équipe, quoi. Ouais, c'est le moment où c'est un peu Entre les deux. trop petit, mais pas assez. Voilà, Et ouais. je comprends un peu l'idée de. Donc ouais, on est là, tu vois, on a dans notre bureau, on commence à être à l'étroit. Tous les 2 heures, on dit il nous faut un atelier parce que là, voilà, que ce soit pour le stockage, le rangement, la pratique aussi, voilà, ça déborde vite, quoi. Donc on aimerait bien, ouais. Trop bien. Est-ce que vous avez un projet sur 2021 que vous voulez communiquer, teaser un produit qui va venir, je sais pas. Ben ouais, enfin moi je peux parler d'une bouteille de rhum une bouteille de rhum arrangé qui va sortir en fait. Dernièrement là j'ai fait pas mal de projets avec Cédric Blondil. C'est le mec qui tient la boutique L'Agrugeonne à Nantes. Donc, que j'ai rencontré en fin d'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et avec qui il y a eu un feeling, voilà, on s'est bien entendu dès le départ. Et donc il m'avait contacté parce que j'avais dessiné la grue Titan de Nantes pendant le confinement. Et bon, lui, du coup, il est très axé sur la grue parce que c'est toute son image de marque autour. Et donc, du coup, il a vendu des affiches à l'effigie de la grue jaune, enfin, les dessins que j'avais fait de la grue jaune qu'on a adapté spécialement pour sa boutique. Et à côté de ça, on a développé d'autres produits. On a fait une bouteille de vin avec le dessin de la grue jaune avec un vigneron de Saint-Philbert de Grandlieu qui s'appelle Éric Chevalier. Et mais ça m'a permis du coup de rencontrer d'autres personnes par le bouche à oreille avec ce gars-là. Et j'ai rencontré donc Cédric Brément qui tient l'entreprise Les Rhums de Cède, D'accord. qui est pareil dans le pays nantais, et qui en fait a fait appel à mes services pour créer l'étiquette d'une de ces bouteilles de rhum arrangé, donc, qui devrait sortir prochainement. Donc, normalement courant avril si tout va bien. Bah, là, devrait sortir, parce que nous, on sort le. Là, on est le 16 avril, enfin 16 avril. Ouais. Elle sera peut-être sortie. Ah d'accord, bah Elle est oui, peut-être du sortie. coup, ouais. À l'heure où on parle, elle n'est pas sortie, mais à l'heure où sortira le podcast, ouais, la bouteille sera sûrement Trop bien. dans les bars. Et donc je pense qu'on pourra notamment la retrouver dans le bar Le Santeuil Café à Nantes, si on est ouvert à l'heure où je parle, enfin, ou l'heure où sera diffusé le podcast. Dans le futur. C'est ça. On est déjà dans le futur, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Ah, c'est trop bien. Mais ça, ce que tu viens de dire, c'est vraiment ce que j'ai compris du monde un peu de l'illustration. C'est un projet en amène un autre. Ouais. Bouche à oreille, et quand ça se passe bien, et au final, Complètement. c'est trop cool. Ouais, c'est vrai que le réseau, le bouche-à-oreille fait beaucoup, les rencontres, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'on savait aussi, mais dont on n'avait pas fait l'expérience encore en arrivant à Nantes. Mais voilà, mais c'est vrai que ça se vérifie au final, au fur et à mesure des années. On se rend compte que c'est beaucoup comme ça que ça marche. Et des fois, ça prend un peu de temps. On se dit, bon, machin m'a contacté, mais finalement, il n'y a pas de retour, etc. Et puis, des fois, c'est 1 an après où la personne va nous dire, ah, au fait, je vous avais rencontré là, via je sais pas qui, etc. Et après, hop, il y a un truc qui s'enclenche, et puis c'est la loi des séries un petit peu, quoi.
Et c'est vrai que avec la boutique La Grue Jaune, Geoffrey, il a eu un projet, puis un autre, et ça s'est vraiment enchaîné tout au long de 2020, j'ai l'impression, à peu près. Enfin, 6 derniers mois, en tout cas. Ouais. Depuis le deuxième confinement, c'est... Ce qui a un peu cassé le rythme un peu 2020, je trouve. Parce qu'il n'y a pas eu trop de marché, enfin, il y en a eu, c'était cet été dernier, il n'y a pas eu trop de projets qui sont faits, et c'est compliqué du coup de refaire un... Enfin, je crois qu'il y a un mou, enfin, il y a un... Ah oui, il y a eu un creux de vague, hein. Ouais. Mais en même temps, du coup, ça permet aussi de se réinventer, de chercher d'autres moyens de se faire connaître, d'autres moyens de communiquer. Nous, on s'est dit, pas de marché de créateurs à Noël, c'est quand même là qu'on fait le plus de chiffre d'affaires. Et au final, c'est là aussi qu'on a mis en avant notre boutique en ligne. Et ça a super bien marché novembre-décembre, et on a fait autant que finalement un marché. Cool. Donc, du coup, on est super content, et on n'aurait peut-être pas fait autant de communication là-dessus, et il n'y aurait peut-être pas eu autant de ventes si il y avait eu un marché à côté, quoi. C'est assez clair. Et ouais, ça permet de... C'est une période particulière, mais qui permet de se remettre un peu en question, remettre en question nos façons de faire, et puis prendre du recul sur les situations et faire autrement, quoi. C'est bien dit. J'aurais pas dit. Et voilà, après, d'autres projets pour 2021, c'est toujours de continuer à élargir nos gammes d'objets. Et là, on aimerait bien sortir, on espère, c'est pour ça que je dis délai, c'est un peu... Voilà. Mais pour l'été, peut-être une gamme de textiles où on ferait nous-mêmes nos motifs d'impression textile pour sortir des coussins, des choses comme ça. Trop bien. Voilà, Ouais. ça c'est le projet. Et puis moi, je continue à apprendre la céramike, et peut-être, pourquoi pas, sortir des petits objets prochainement aussi. Plein de projets. Oui. Trop bien. Si vous avez d'autres choses, sinon on va passer au goûter. Enfin, on va passer au goûter. Hein. Bah ouais. Du coup, nous on va prendre le goûter, puis au 23 pour ceux qui seront là. Ça marche. Salut. Miam, 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 miam. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast du mois d'avril 2021 avec Matcha, composé de Mélodie et de Geoffrey. Pour la suite du podcast, je vous donne rendez-vous le 23 avril. Et pour les plus curieux, allez sur le site web, il y a plein d'autres interviews super stylées qui sont été faites. Et à bientôt. Ciao, ciao.